Salut, c'est Colette. Bienvenue sur En tête à tête, le podcast de la communauté où on déconstruit les préjugés, on explore et on partage en confiance, où on réinvente ses relations et sa sexualité. Ici, on apprend à faire la paix entre désir et communication, besoin et consentement, avec soi-même et avec les autres. Bienvenue dans ce cocon, ce safe space où se délient les langues pour partager ses expériences et tendre vers plus de connexion. Je suis spécialisée en relations amoureuses et épanouissement personnel et j'aborde tous ces sujets dans ma communauté que tu peux rejoindre sur www.colette.seconfesse.fr. À tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous pour ce podcast En tête à tête avec Colette se confesse. Je suis Colette, votre hôte. Pour celles et ceux qui découvrent mon univers, Colette se confesse, c'est le média qui enrichit ton imaginaire érotique grâce à 2 formats. Alors j'ai les histoires immersives olé olé, à travers lesquelles chacun et chacune peut explorer ses désirs et ses limites en toute sécurité, et les confessions où j'échange avec des invités autour d'anecdotes intimes, amusantes, parfois excitantes, souvent touchantes et toujours sincères. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec une invitée avec qui je partage beaucoup de points communs. Et plus je découvrais ton livre, et plus je me disais, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je sais pas quoi, qu'on fasse des trucs ensemble, je sais pas encore quoi, mais il y a beaucoup trop de connivence. Ah, écoute, on va faire des trucs ensemble. Oh, c'est une très belle invitation, ça. Mon imaginaire est parti très loin très vite, mais c'est pas grave. Et oui, et ce n'est que la première minute. Et donc, j'ai l'honneur d'être avec moi à mon micro, Axel de Sade. Bonsoir Colette. Bonsoir Axel, comment tu vas ? Ça va bien. On est chez toi, on est dans ton petit bureau avec un mur magnifique, très coloré, très artistique. Il te plaît, c'est bien. Il me plaît beaucoup. Ouais. Il y a plein d'images collées et des cadres aussi de super-héros et tu vois une poupée vaudou, il y en a même 2 et différentes œuvres d'artistes. Je l'appelle le petit musée. Alors tout le monde n'aime pas parce qu'il y a des images qui sont quand même assez explicites, mais il ne laisse pas indifférent. C'est un mur qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas. Je crois que... Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça le bon art finalement ? C'est un art qui ne laisse pas indifférent. Moi je suis d'accord avec toi. Moi j'aime pas... le côté esthétique de l'art ou de certaines photos, je trouve ça lassant en fait. Et même à la limite un peu facile. Il suffit d'avoir une bonne meuf ou un bon mec, tu vois, qui fait une pause et oui, très bien, c'est joli. Mais je préfère les œuvres qui me bouleversent, qui suscitent une émotion positive ou négative. Et puis qui veut dire quelque chose, qui invente une esthétique. Je suis beaucoup plus sensible à ce type d'œuvre qu'à l'œuvre esthétiquement parfaite, parce qu'il y a un beau corps, une belle lumière ou un beau truc, que la réalisation est dans les standards. C'est pas forcément moi ce qui m'intéresse. L'art, ça te touche beaucoup. J'ai entendu déjà que tu aimais te présenter comme un fantasme vivant, ce que je trouve très vrai et très imagé. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ce fantasme vivant, comment tu l'incarnes ? Alors, Axel est un fantasme vivant. C'est une personne... Alors, je parlais de moi à la 3e personne, c'est un petit côté Alain Delon. Mais c'est parce que tu me demandes de parler de ce double-là, et donc je vais le mettre à distance pour mieux le décrire. Donc Axel est ton double. Ouais, Axel est mon double. C'est un personnage donc fantasmatique dans différents univers. Dans l'univers, je me qualifie comme domine-artiste,
Et donc, fantasme vivant, parce que lorsque je me présente, donc j'ai une image marketing et marketée, avec donc un visuel, des textes que je veux inclusifs parce que je m'adresse à tout le monde. Enfin, je ne m'adresse pas à un sexe en particulier. Je m'adresse à des individus. Et donc, dans cet imaginaire que je crée, il y a une image qui se diffuse et qui vise à parler au cerveau reptilien, érotique et à la fantasmagorie de l'autre dans la présentation. Et puis, parce que ensuite, dans les jeux que je vais mettre en place, notamment dans le cadre d'une de mes professions qui est dominatrice professionnelle, je suis inatteignable, je suis une femme fatale, je suis une femme qu'on ne peut pas pénétrer, de quelque manière que ce soit. J'allais te demander, ouais. De quelque manière que ce soit. Que ce soit psychologique, physique, émotionnel. Ouais. Alors après, je peux être touchée, hein, évidemment, mais il y a quand même ce recul, ce qui n'empêche pas l'empathie et la sympathie et le respect des personnes que je reçois. Mais néanmoins, voilà, j'incarne un fantasme, une image, et cette image, elle évolue aussi en fonction des individus. Là, par exemple, on m'a demandé de jouer une dominatrice qui va être particulièrement sévère, autoritaire, intolérante, ce qui n'est profondément pas le jeu dans lequel je me reconnais le plus facilement. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez douce et d'ailleurs, ça étonne les gens de pouvoir dominer avec autant de douceur, mais je crois qu'on peut retirer beaucoup, on peut pousser les limites, même si j'aime pas le terme pousser les limites parce que c'est important de les respecter, les limites, mais en tout cas explorer. Avec effleurer. Effleurer, ouais. Ouais. Avec beaucoup de douceur, ce qui n'empêche pas l'autorité. Parce que quand on parle de douceur, on a l'impression que justement on va se faire marcher dessus ou qu'on n'a pas forcément de légitimité ou d'autorité. Je suis pas d'accord avec cette vision-là. Bref, tout ça pour te dire que donc j'ai cette image de fantasme vivant et quand tu es dans le métier de la domination professionnelle, c'est ce que tu vends. C'est pour ça que je dis que mon métier c'est fantasme vivant. Après, comme je suis par ailleurs directrice d'une école qui s'appelle l'école des arts sadiens et qui forme ou qui accompagne les individus dans le développement de leur sexualité et de leur intimité. Là, ce que, entre guillemets, je vais vendre, c'est le fait... Enfin, je vais être rassurante dans ma proposition, très pédagogue, abordable, et surtout, je fais en sorte de personnaliser l'institution, l'école, parce que s'il n'y avait pas une figure de proue, je pense que ça ferait peur. Or là, le fait que je me présente, que je parle à visage découvert ou sans voix trafiquée, les gens m'écoutent, me voient et donc ça leur inspire confiance et ils se disent ok, je vais aller tenter l'expérience d'aller prendre des cours parce que la figure tutélaire de l'école me donne envie et m'inspire confiance. Et ça, j'imagine que tu as pu découvrir déjà cet aspect-là, même quand tu as commencé en tant que domina, que si les personnes ne t'avaient pas rencontré ou si elles n'avaient pas vu une photo de toi, elles sont peut-être pas rassurées. Enfin, elles peuvent aussi s'imaginer « Ah, qu'est-ce qu'on va me faire ?» Alors que tout d'un coup, quand on découvre le cadre, la personnalité, voilà, et quel type de domination on aime avoir, j'imagine que ça aide aussi à aller vers toi. Ouais, tout à fait. C'est rassurant. Mais là, par exemple, donc sur mon troisième métier, qui est quand même organisatrice de jeux grandeur nature pour adultes, là, je reste beaucoup plus dans le mystère. Et tu vois, le jeu là qu'on organise avec Démonia le 18 mai, c'est un Squid Game BDSM, mais on l'appelle pas Squid Game, on l'appelle Thrill Game. Parce que déjà, en plus, on ne tue pas les gens.
comme dans la série. On les élimine de manière métaphorique. Mais là, on va beaucoup plus jouer sur le mystère, où je vais endosser un nouveau rôle, où c'est plus Axel de Sade, je sais pas encore comment je vais m'appeler, je suis plutôt la maîtresse du temps, et donc là, je vais à nouveau faire jouer un nouvel imaginaire qui sera beaucoup plus mystérieux, bien qu'il ne peut pas être que mystérieux, parce que sinon les gens ont peur. Donc il faut que ce soit un mélange entre le mystère et la révélation de vraiment ce qui va se passer. Super. Donc, tu dirais que tu as combien de doubles ? Enfin, ou de triples, de multiples ? Tu as combien de multiples ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, on a parlé d'Axel. Après, il y a Marie, qui est aussi une autre personne qui évolue sur les réseaux sociaux et dans les soirées à Paris ou auprès de mes amis, mes proches. Et il y a une troisième entité où là, c'est vraiment l'entité avec ma famille et avec mon partenaire de vie, qui est une entité donc que là pour le coup je tiens secrète. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est ce que j'ai développé en fait avec le podcast en faisant les histoires érotiques de Colette se confesse, où Colette c'est un personnage, et j'ai toujours dit, mais pour moi c'est pas un personnage, c'est pas quelque chose que j'interprète, c'est une partie de moi, c'est mon alter ego. Et les alter ego, en fait, on peut en avoir autant qu'on veut à partir du moment où t'es aligné avec ça et où tu t'épanouis à fond. Et c'est une autre manière, en fait, de s'autoriser à être vraiment soi. Ouais, je crois que tu as tout à fait raison. Et puis, c'est rigolo, c'est comme un jeu. Et comme tu dis, ça nous offre peut-être... surtout dans cet univers-là, l'univers de la sexualité créative, ça nous offre plus de liberté. Parce que on endosse en fait ce costume-là avec ce nom-là, ce qui protège aussi notre identité officielle et ce qui nous permet d'aller plus loin dans nos créations, dans nos explorations, sans avoir ce jugement moral, et surtout en ayant... Parce que tu vois... pratiquer le BDSM dans le quotidien, dans ta quotidienneté. Je ne sais pas si ce mot existe, mais il est très beau. Il me plaît. Il est très très beau. Ça serait dangereux, ça serait toxique. Moi, j'ai tendance à dire que le BDSM, surtout avec ton ou ta partenaire de vie, il a un début et une fin. Tu peux pas dominer, humilier l'autre, le traiter comme une merde, lui faire mal, etc. Dans une relation avec ton ou ta partenaire de vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'on aboutisse à une forme de toxicité. Ça, c'est mon avis. Mais évidemment, il est pas partagé et je respecte tous les avis. Néanmoins, je ne sais pas comment on fait sur une relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec son ou sa partenaire de vie. Tu dirais que toi, c'était quoi la première fois où tu as vraiment osé incarner un de tes doubles, donc je sais pas lequel s'est manifesté en premier, et où tu t'es dit « Ah waouh, ok, en fait, je peux être cette personne-là, et en fait, je vais même faire en sorte que ça devienne mon métier, et ensuite, je sais pas trop encore où ça m'amène, enfin à ce moment-là, tu savais pas encore, mais que finalement, c'est devenu ta mission de vie. » Alors, je sais parfaitement quand c'est arrivé. C'était avec ma mentor qui s'appelle Leia, qui était dominatrice et que j'avais rencontrée sur une soirée, les Nuits Élastiques. Et elle avait tout un cheptel autour d'elle. Et alors moi, il faut savoir que j'ai débuté le BDSM par la soirée. Je savais pas trop ce que c'était, mais je trouvais que les soirées avaient la rigolade, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et donc j'ai fait la connaissance de Leia et elle m'a permis de jouer avec certains de ses soumis et soumises. Et un jour, elle m'a dit, mais tu verras, je t'emmènerai dans un club BDSM, donc en l'occurrence Cri et Chuchotement à Paris. Et puis comme ça, tu auras l'occasion de pratiquer dans d'autres circonstances moins festives. Et je lui ai dit non, jamais.
Non, c'est vraiment un truc, c'est vraiment, là, c'est passé un step, c'est vraiment pour les pervers. Enfin, je me sentais vraiment Oui, donc pas tu lui du as dit tout. non à ce moment-là. Ouais, j'ai dit non, je me sentais pas faire. Enfin, j'avais peur, je crois, puis j'avais une image, une représentation qui était fausse, hein, visiblement. Euh, avec le recul, je peux le dire. Mais elle m'avait dit ça. Et finalement, au bout de quelques mois, je l'accompagne. Et elle me donne une cravache, elle me présente son soumis, elle me dit vas-y. Et c'est là où je me suis révélée et que le personnage de Marie a vraiment existé. Puisque à cette époque-là, j'étais Marie de l'Hérosticratie, qui est ensuite devenue l'Albatrice. Mais c'est précisément à ce moment-là que j'ai eu une révélation et où je me suis dit waouh, la domination, c'est fantastique. Cet univers-là me plaît et me convient. Et Axel est venu bien après. Axel est venu, peut-être 5, 6, 7 ans après, quand je me suis lancée dans la domination professionnelle. Qu'est-ce qui a fait avec Leïa que, du coup, à ce moment-là, la première fois, tu lui as dit non quand elle est en soirée avec elle, et ensuite, cette soirée au cri chuchotement, qu'est-ce qui a fait que vous avez gardé ce lien, que ça s'est construit comme ça entre vous, et cette confiance mutuelle, cette envie de partager Parce qu'elle elle m'a plongée dans son univers, elle m'a pris sous son aile et elle m'a fait découvrir alors majoritairement les soirées, et puis on avait des projets aussi de construire un festival qui s'appelait le Festival des Curiosités Mal Placées, qu'on n'a pas mis en place. Mais j'aime beaucoup le titre. Ouais. J'adore. Donc, et qui par la suite a trouvé un autre aboutissement par le biais de l'hérosticratie et de l'hérosphère. Mais au départ, parce que moi j'avais déjà créé d'autres festivals, des festivals de solidarité internationale et écologique, ça n'a rien à voir, mais j'avais déjà cette expérience-là et j'avais envie, au fur et à mesure que j'explorais ce monde-là avec elle, mais pas que avec elle d'ailleurs, j'avais envie d'avoir d'autres propositions d'événements. Parce qu'à l'époque, il y avait les soirées BDSM qui étaient extrêmement codifiées, c'est-à-dire que les nuits élastiques, tu ne pouvais pas y rentrer sans avoir la fameuse matière. Alors aujourd'hui, maintenant, il suffit de porter du noir, mais à l'époque, non, il fallait vraiment avoir le dress code pour pouvoir rentrer. Et puis, dans les clubs libertins, où il fallait aussi avoir un dress code, une tenue beaucoup trop hétéronormative pour moi. Déjà à l'époque. Ouais. Ouais, mais d'autant plus. Et les clubs BDSM aussi, où il fallait... là, en l'occurrence, je n'osais même pas y aller. Donc cet environnement-là, je l'ai découvert avec elle, et je l'ai découvert aussi avec le Paris Munch, qui s'appelle aujourd'hui le Paris SM, je crois. Ça fait longtemps qu'ils existent, mais je n'arrive pas à me faire à leur nom. Et qui proposait des endroits, donc ce qu'on appelle les munchs, où tu rencontres les pratiquants dans un café autour d'une thématique, et vraiment... Pour celles et ceux qui connaissent pas, un munch, c'est une rencontre dans un café. Donc là, la plupart des gens, ils sont dans leur tenue civile même. On est là pour discuter, il n'y a pas de pratique, il y a aucun enjeu, il y a pas d'intention de sexualité. Enfin, après, on peut se rencontrer, faire des choses, se suivre après chez soi, mais c'est autre chose. Mais voilà, c'est une rencontre dans un café, quoi. Exactement. Alors, les munchs, hein, parce qu'après, aujourd'hui, c'est développé les munch and play. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, qui est en fait une soirée où il y a une pratique qui est expliquée, hein, et puis après, les gens pratiquent. Non, là, c'était vraiment les munchs. Et donc, c'est en côtoyant cet univers, mais j'ai envie de dire, je pense qu'on a un peu tous la même manière d'aborder la connaissance d'un nouvel environnement, d'un nouvel univers, c'est-à-dire qu'on y va lentement, mais sûrement. Et donc, c'est en faisant des bonnes rencontres. Moi, j'ai eu la chance de faire majoritairement des bonnes rencontres. J'ai pu vraiment
développé une réelle curiosité, mais surtout une réelle passion pour la liberté qu'offrait cet univers-là, où je pouvais être ce double. Et ce double, en fait, que j'ai voulu très fort, autoritaire, donc dominatrice, m'a aidée dans mon quotidien avec la personne que je suis, l'identité officielle que je suis, que je trouvais faible. Et ce double-là, ce double de Marie puis de Axel, m'a permis en fait de travailler sur mon estime, sur la confiance, sur la confiance en moi. Je sais pas si, bon. Et donc de m'empouvoirer, comme on dit. Oui. Et aujourd'hui, cette identité officielle que je n'aimais pas, hein, je peux pas dire que j'étais fan de cette personne-là. Aujourd'hui, eh bien, j'ai fait la paix et j'ai conscience en fait que Marie et Axel ne sont qu'une émanation de ce que je suis profondément. Je suis très émue parce que je partage exactement le même cheminement et les mêmes réflexions et que la création des alter ego m'ont juste tout simplement plus aidé à être moi dans toute mon entièreté et finalement à faire la paix avec qui je suis au prime abord ou pour mes proches. Enfin, tout à fait. Et que c'est un travail d'épanouissement personnel avant tout, en fait. Ouais. Et ça, je crois qu'on le dit pas suffisamment ou qu'on... Enfin, je suis contente que tu me fasses parler de ça. Je crois que j'en ai jamais parlé. Merci. Ouais, vraiment. De cette question de l'effet de ce type de sexualité sur son quotidien en tant qu'être humain. Alors, je ne sais pas si ça va... Et ça a toujours été la domination. Est-ce que... Alors, j'ai 2 questions par rapport à ça. C'est déjà dans ta découverte et ensuite dans l'évolution. Parce que tu disais qu'au début, justement, tu as créé un personnage très autoritaire, alors que au tout début de l'épisode, tu disais que tu étais une dominatrice très douce. Donc, je serais curieuse de voir quelle a été, toi, finalement, ton évolution en tant que dominatrice. Tu t'es dit, mais en fait, peut-être j'ai fait ça pour X raisons au début, mais finalement, la dominatrice que je veux incarner, celle qui me plaît le plus, en tout cas, c'est celle-ci, aujourd'hui. Et aussi, toi, qu'est-ce qui t'attirait dans le BDSM ? Est-ce que c'est l'impact, le psychologique ? Et ma question sous-jacente à cette question-là, ce serait, quand est-ce que démarre vraiment le BDSM ? Parce que j'aimerais qu'on enlève un petit peu cette idée réductrice que dire que le BDSM, c'est forcément être en cuir latex et c'est forcément quelque chose de hardcore. Toutes celles et ceux qui pratiquent le BDSM savent que ça démarre bien plus tôt, mais souvent les personnes qui ne pratiquent pas du tout s'imaginent que c'est très très loin d'elles et eux, et j'aimerais bien qu'on renormalise un petit peu tout ça. C'est très juste, c'est-à-dire que l'étiquette BDSM, on va la mettre à partir du moment où on va s'intéresser, on va faire des recherches sur le net, et on va dire, mais toi tu fais du BDSM. Mais sinon, il me semble que beaucoup de gens le pratiquent sans le savoir. À partir du moment où tu prends l'autre en levrette en lui disant t'aimes ça, tu vois, il y a déjà une domination qui se met en place. Il y a l'élément psychologique du BDSM qui se met en place. Après, dès lors que tu mets un bandeau sur les yeux, donc là, tu es sur l'élément pratique du BDSM qui est la privation sensorielle, qui est une des techniques BDSM. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère le terme sexualité créative, qui englobe, en fait, ce qui va sortir de l'hétéronormativité pénétrative pour aller sur la dimension psychologique, à savoir parler au cerveau qui est le premier organe sexuel et mettre en mouvement tout le corps, alors physique, parce que c'est une manière d'aborder le corps qui va être sur la contrainte, le positionnement, les effleurements, le chatouillement ou l'impact. Et puis aussi le mettre en mouvement émotionnellement. J'aime beaucoup que tu l'aies mis à la fin. Merci. Que ce ne soit pas que ça. Et non.
parce que il y a justement cette dimension, quelle émotion j'ai envie de susciter, sachant que cette émotion, elle doit être attachée au plaisir. C'est-à-dire que même si tu vas sur des émotions négatives, type dégrader l'autre, humilier l'autre, violenter l'autre, le critère, c'est le plaisir des deux partenaires, si on est deux, évidemment, en fonction du nombre de partenaires. Mais le critère, c'est bien le plaisir. Je me souviens plus de tes autres questions parce qu'il y en avait 3. Là, j'ai répondu à la première. Oui, mais je suis trop enthousiaste aussi. Là, j'ai répondu à la première. Ah oui, et puis, oui, pour finir, moi, je crois que, oui, voilà, sexualité créative, où, au final, on se retrouve comme, j'ai envie de dire, des enfants. C'est-à-dire que quand tu es un enfant, un jeune enfant, tu as une exploration du corps de l'autre, de ton corps, et tu l'explores sans qu'il y ait derrière la question de la moralité, du jugement, de la bienséance, etc. Et donc, tu es là en train de te dire, ah, si j'appuie là, il se passe quoi si... C'est ludique. Ouais, c'est ludique. Et je crois que dans la sexualité créative, c'est important de retrouver cette âme d'enfant-là. Autrement dit, l'absence de jugement, la bienveillance dans les jeux. Et toi, justement, comment ça a été... Donc ça, c'était une de mes questions, mais je vais la reformuler. Donc, avec ce que tu viens de dire, c'est encore plus riche. Quel a été ton cheminement de pensée et de réflexion, justement, de cette domina autoritaire que tu as créé quand tu as commencé, quand tu as découvert un peu cet univers, ou quand tu as commencé à t'autoriser, en tout cas, à incarner différents alter-ego, jusqu'à la sexualité créative? Comment t'es arrivée là? Alors, je me suis jamais positionnée comme une domina extrêmement autoritaire, méchante et tout. Ça n'a jamais été vraiment mon personnage. Ah, je croyais que c'est ce que tu disais tout à l'heure à Cri Chuchotement. J'ai peut-être pas compris. Non. On m'a mis une cravache et j'ai commencé à dominer ce soumis de manière autoritaire. Certainement très mal. Je m'excuse auprès de lui. S'il se reconnaît. On commence tous quelque part. Mais je pense que j'ai dû commencer en frappant très fort. Oh non. Mais si, je pense que j'ai... Bah ouais. Je pense... Il n'existait pas les cours, donc je pense que j'ai fait ça vraiment pas très bien. Enfin, il avait pas l'air de se plaindre. Mais donc je pense que je l'ai fait en épousant cette image d'Épinal qui est donc une forme de violence et donc d'aller faire mal et pas de provoquer des sensations, tu vois. Je pense que j'étais là-dessus. C'est quoi la question? Ah oui, comment je suis passée de cet état-là à l'autre état? C'est une évolution, effectivement, où... mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu commences dans un univers, tu vas vers une forme de radicalité. Donc, tu peux même aller jusqu'à la provocation. Oui, je suis dominatrice, voilà, je fais ci, je fais ça. Et puis, parce qu'il y a la question de la légitimité qui s'installe, et donc tu as l'impression que pour être légitime, il faut que tu ailles dans une forme de radicalité dans ta pratique. Et puis, une fois que tu te rassures par rapport à ton positionnement, ce que tu fais, de la manière dont tu le fais, tu as moins besoin d'être dans la radicalité. Et moi, aujourd'hui, dans mon chemin, et notamment avec l'école, j'ai besoin de rendre ces pratiques-là abordables, ou en tout cas de leur retirer ce côté angoissant pour devenir une porte d'entrée, un hub pour les gens qui souhaitent justement se lancer dans l'exploration de cet univers-là et de leur univers. Et c'est pour ça que je passe par la sexualité créative et plus par le BDSM, que je parle de kink. Tu vois, le bouquin, il s'appelle Kink, Manuel de sexualité créative, parce que manuel de BDSM, je pense qu'on n'aurait pas autant touché les gens. Et si j'ai bien compris, ton intention avec le manuel du kink, c'est d'aller toucher la sensorialité, l'imaginaire. Enfin, on est dans
Ouais. On est dans finalement, enfin moi de ce que j'en ai lu, mais peut-être, enfin tu me diras. Et d'ailleurs vraiment merci, vraiment. Je te l'ai dit en off, mais je te le redis maintenant qu'on enregistre parce que ça m'a fait du bien de lire ce manuel. Parce que bah voilà, comme c'est un peu mon métier, je lis plein de livres sur tout plein de sujets autour de la sexualité et honnêtement, plein de fois, je me fais chier. Voilà, non mais désolée, je suis un petit peu brute, mais c'est mon ressenti, j'ai le droit. Et là, ça m'a fait du bien parce que j'étais en mode enfin, voilà, on parle, on va au-delà de juste ce que dit tout le monde. On sent qu'il y a du vécu derrière, qu'il y a une envie de partage, que c'est hyper artistique, il y a des illustrations, il y a un vrai univers qui est proposé et vraiment pour ça, merci. Merci à toi, Colette, parce que vraiment, je l'ai conçu comme une boîte à outils et comme quelque chose qui soit ludique. À l'image de ce que on revendique avec mes co-autrices, à savoir Meta Chitaya et l'illustratrice Stella Polaris, qui ont fait un gros travail. Ça a été un travail à 3. Et vraiment, on voulait quelque chose qui soit plaisant à lire, imagé, illustré de différentes manières. C'est pour ça que effectivement il y a une illustratrice. C'est pour ça que Meta aussi est intervenue avec ses nouvelles pour donner des nouvelles érotiques. Ouais, des nouvelles érotiques qui viennent illustrer les 6 chapitres qu'il y a. C'est pour ça aussi qu'on a fait appel à d'autres spécialistes. Il y a des interviews, il y a des références culturelles et puis il y a des cahiers d'exercices. Donc vraiment, à chaque page, en fait, on a essayé de... Parce que les gens scrollent en plus, tu vois, la capacité d'attention, elle est vraiment de plus en plus réduite, d'après ce qu'on dit. Je n'en sais rien, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Non, je sais pas. Et on sent le soin, en tout cas. Ouais, voilà, c'était important de... Ça se sent. Ouais. Et parce que c'est le reflet aussi, je crois, de ce que je voulais en termes de sexualité. Il y a un autre bouquin que je te conseille d'ailleurs, c'est celui de Morgane Beauvais qui s'appelle Sexo Queer, qui pourrait aussi te plaire. J'ai un tout petit peu feuilleté dimanche dernier, parce que dimanche dernier, il s'avère que j'étais à ton atelier Tickling. Ça t'a plu, hein? Oui, beaucoup, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. On va y arriver. Et du coup, oui, je me suis dit aussi que ça, ce serait une très très bonne lecture, en effet, il a l'air top. Alors justement, revenons là-dessus, du coup, l'école, donc... Alors, on t'a pas présenté tout à fait en début d'épisode, donc je vais le faire rapidement pour resituer comme ça les personnes qui te connaissent pas, comme ça elles comprennent vraiment qui tu es. Donc Axel est quelqu'un qui a plusieurs alter ego, mais comme vous en avez tous en fait, mais peut-être que vous n'avez pas encore donné de prénom à ces personnes, mais je suis sûre qu'elles sont là quelque part. Donc elle a eu un métier X ou Y avant, elle est devenue domina parce qu'elle s'est dit ok, ça c'est ce qui me plaît et je me lance là-dedans, enfin voilà, je m'épanouis totalement là-dedans. De là, tu as créé plusieurs événements, un festival qui s'appelle Érosphère, et aujourd'hui... Alors, oui. j'ai co-créé. Hein, merci. J'ai co-créé l'Érosycratie et le festival Érosphère. Oui, on est plusieurs à l'avoir mis en place. Il y a Senzo, Mélanie Legrand, Charlie, enfin bon bref, on est plusieurs. Et non, les projets que j'ai menés en propre, c'est les Subspace, les jeux grandeur nature. Oui, alors il y a ça aussi. Ouais. Ça, j'ai très envie qu'on en parle en off aussi. Mais... Ouais. Et l'école. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu as créé l'école des Arts Sadiens. Mm-hmm. Et donc, c'est une école où ton intention, justement, c'est d'ouvrir la sexualité de manière créative et du coup, de donner plein de cours sur diverses pratiques. Mais aussi aller travailler le psychologique. J'ai cru comprendre que c'est toi qui animais un atelier de mindfucking. Oui, c'est moi, ouais. C'est moi. Trop bien. Mais oui, aujourd'hui, on est 15 professeurs, on a 30 disciplines enseignées et je te le dis, je te l'annonce, on va ouvrir une antenne à Lyon. Ouh, trop bien. Ça c'est une excluse rien que pour Colette se confesse. On va ouvrir une antenne à Lyon et on est super contents. Ouais. Mais tu sais que c'est très rigolo parce que j'ai ouvert depuis pas longtemps un groupe WhatsApp France et j'ai commencé à dire bon, où est-ce que vous voulez et tout, ce que j'ai qu'une envie, c'est de sortir de Paris parce que moi je suis devenue nomade il y a un an, enfin bref. Et les 3 villes qui sont sorties, il y a Lyon dedans, il y a Nantes, Lyon et Toulouse, donc tu vois. Ah oui. Ouais.
Ok. Ouais, Lyon va the place to be soon. Mais oui. Ouais. Moi, j'adore cette ville-là. C'est Cinéden Sublime qui va s'occuper de l'antenne de Lyon. Et aujourd'hui, sur l'école, on est 15 professeurs et on est aussi une équipe de 5 dans l'administration. Donc avec Samoa qui s'occupe de la logistique. Et puis, on a 3 personnes en communication. Trop bien. Ouais. Ouais, donc c'est un bon temps plein. Ouais. En plus de tout le reste. Oui, alors c'est une association, donc Samoa et moi on est bénévoles, on est payés que sur les cours comme tous les professeurs, et après on a des prestataires, on a 3 prestataires en com. Ok. Non, ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est parce que vraiment il y a un besoin d'éducation. Alors j'aime pas ce terme-là, mais les gens ont envie d'apprendre, les gens n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Les gens ont envie aussi de changer de fantasmagorie. Ils ont besoin de nourrir leur imaginaire érotique. Oui. Et donc c'est un endroit justement où où tout ça est bienvenu. Parce que les tutos ou les podcasts, ça ouvre une curiosité. Mais après j'ai l'impression qu'il y a besoin d'avoir un endroit physique où on vient s'entraîner et où on vient découvrir des choses. Tu vois, par exemple, le tickling, moi, c'est vraiment mon truc, c'est mon péché mignon, et donc voilà. Quand ou comment t'as découvert le tickling ? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à toutes les personnes qui connaissent pas ? Alors, le tickling, c'est l'art du chatouillement, dans un contexte érotique, voire sexuel, voire... bon. Et je témoigne que c'est vraiment érotique, hein, pour l'avoir vécu. T'as vu, hein, c'est un truc de fou, puis c'est très plaisant. Et tu vois, ça monte vite, la vache. La tension monte. J'ai trouvé ça plus fort que l'impact. Enfin, en termes d'intensité, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. En rigolant. Oh, tu me fais plaisir. Mais comme je l'ai dit, hein, tu sais, moi et mes serial ticklers, on est 4 dans le groupe. On veut évangéliser le BDSM et faire que le tickling soit aussi populaire que le shibari. Parce que effectivement, en faisant rire l'autre, donc avec des gestes, donc on explique qu'il y a différents types de gestuels. Il y a la gestuelle qui donne la chair de poule et qui est un petit peu irritante. Et puis après, tu as la gestuelle beaucoup plus intense qui va provoquer le rire. Et après, on a des petites techniques avec les boosters, etc. Et c'est vrai que c'est tellement plaisant de voir l'autre, de torturer l'autre en le voyant rire, que ça donne... on est vraiment dans le jeu, tu vois. Et quand je te dis reprendre un peu les jeux enfantins, et donc là, évidemment, on a conscientisé qu'on était aussi dans une forme de sexualité qui n'est pas génitale, mais qui peut... et où justement on sollicite le corps, et puis il y a aussi différentes émotions qui sont sollicitées, et ouais, moi j'ai découvert ça parce que il y a eu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Tickle, où on parle de la mafia du tickling que je ne connaissais pas. Je reviens pas dessus, faites des recherches. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette pratique-là ? Et donc ça fait partie du BDSM ? Pourquoi ça fait partie du BDSM en fait ? Pourquoi ça fait pas juste partie de la sexualité ou de... ça pourrait être juste de la sexualité créative. Après, pourquoi est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a une notion de torture quelque part Ouais, je pense que ça dépend. Alors, justement, les pratiquants du tickling ne se reconnaissent pas tous pratiquants BDSM. Et c'est peut-être aussi pour ça que le présenter dans le cadre de l'école des arts sadiens, même si, on va dire, la philosophie de l'école est en train de changer pour aller d'autant plus sur la sexualité créative, néanmoins, ça s'appelle l'école des arts sadiens. Donc les gens l'identifient comme pratique BDSM, et donc ça peut faire peur aux pratiquants tickling. Parce que eux le voient pas comme une pratique BDSM, et peut-être que en fait c'est subjectif, hein. Moi je torture entre guillemets les gens, il y a des gens qui vont considérer ça comme de la torture. Alors je précise qu'on ne chatouille pas quelqu'un sans son consentement.
n'allez pas torturer, en écoutant ce podcast, n'allez pas torturer votre partenaire en vous disant chouette, on va faire un nouveau truc. Non, il y a avant le consentement, parce que Oui, il y a bien sûr. des historiques, des traumatismes qui sont liés à des chatouilles. Et donc c'est par le biais de ce documentaire-là que j'ai découvert cette pratique-là, et je m'y suis intéressée, et je n'ai jamais cessé depuis. Parce que je trouve que c'est tellement jouissif de voir l'autre rire sous ses doigts, et ensuite de- comment dirais-je, on peut combiner ça avec des touchés génitaux, on va dire ça comme ça, mais avec de la masturbation. Et en fait, c'est un autre rapport qui se met en place. Et pour certaines personnes que j'ai pu croiser, le fait d'être chatouillé, c'est érotique et c'est excitant, et ça déclenche une envie d'aller plus loin. Bah moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu comme un rapport d'intimité très fort. Et finalement, quand on va faire de la sexualité, en premier lieu, c'est pas forcément le fait de pénétrer ou d'être pénétré ce qu'on recherche, c'est d'abord d'avoir ce rapport d'intimité avec quelqu'un d'autre. Donc c'est partager un moment rien qu'à nous. Et ce que j'ai trouvé très fort donc dans le chatouillement, le tickling, c'est que on arrive à ce rapport d'intimité très vite, parce que tout d'un coup, bah, tu rigoles sous les mains de l'autre, donc t'es hyper vulnérable tout de suite. Et pareillement, quand tu chatouilles l'autre, bah, tu vois aussi qu'il s'est offert à toi dans cette contrainte-là. Et du coup, c'est un vrai moment de partage. Et du coup, en termes d'intensité intime, j'ai trouvé qu'on était vraiment très haut, dans le haut du panier. Et c'est en ça que c'est érotique. C'est que tout d'un coup, waouh, là, ce qu'on vient de partager, en fait, c'était très fort. Mm. Et j'ai pas envie de partager ça avec tout le monde non plus. Non. Non, non. Mais oui, mais tu poses la bonne question. Est-ce que c'est du BDSM? J'en sais rien. Du King, certainement. La sexualité créative, oui. Pour le mindfucking, alors je l'avais un petit peu dit lors de l'atelier d'ailleurs, moi c'est un truc qui m'anime énormément. Bah, je pense que ça vient chatouiller avec mon imaginaire érotique. Euh, J'aimerais aller plus loin dans ce truc-là. Je sais que alors quand moi je suis un peu en mode soumise, c'est beaucoup plus facile parce que je vais dire à l'autre, tu peux me dire ça, tu peux machin, mais du coup quelque part c'est moi qui lui transfère mon imaginaire et je sais pas trop qu'est-ce qui vient de lui ou elle. Et par contre, quand je me mets dans cette posture où c'est plutôt moi qui va pour dominer l'autre, j'arrive plus du tout à être dans le mindfucking, alors qu'au fond, j'en crève d'envie, mais je ne m'autorise pas. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour... Est-ce que tu aurais des conseils pour moi? Alors, qu'est-ce que tu appelles le mindfucking déjà? Si on repart, si on passe ça, si Bonne on doit... question. Ouais, bah oui. Bah, pour moi, c'est tout ce qui a trait au jeu psychologique. C'est par exemple, je crois qu'il va se passer ça et puis pas du tout. Et, et c'est. Alors, moi, je dirais aussi que c'est peut-être quelque part être au service de l'autre quand il me demande quelque chose. Et même si je dis, entre guillemets, que j'ai pas envie de le faire, enfin voilà, c'est jouer. C'est aller jouer avec mes limites dans tous ces trucs-là, quoi. Par exemple, j'ai un premier exemple qui me vient en tête, c'est, je sais pas, je me prends des fessées où je me prends des gifles, et puis il y a un moment donné où je vais pas savoir en fait si je vais recevoir la fessée ou la gifle, mais on me fait croire que je vais la recevoir. Et finalement, c'est plus excitant pour moi de ne pas recevoir et de croire que ça va arriver, tu vois. Par exemple, ça c'est dans l'impact, mais finalement, mindfucking pour moi ça peut être très large, et justement j'ai envie d'explorer ça encore plus. Euh, et je trouve que c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à aborder finalement, parce que je rencontre très très peu de personnes qui pratiquent le mindfucking. Ou en tout cas, c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait peur, parce que on peut aussi tomber dans une relation toxique. Enfin, euh, tout ça. Et du coup, je sais pas trop où me tourner en fait pour enrichir moi mon imaginaire là-dessus, ou mettre en pratique plus peut-être quelques fantasmes que je peux avoir. Alors, pour moi, le mindfucking, c'est la conscientisation d'un Ok. processus qui doit aboutir à prodiguer une émotion à Hmm. ton ou ta partenaire. Ok. Mais cette émotion, elle doit être consentie. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas
mettre en place un processus qui va angoisser l'autre si l'autre n'est pas à la recherche d'angoisse dans son plaisir. Tu conscientises le processus qui amène à produire des émotions, et ces émotions doivent être consenties, et les processus que tu mets en place doivent avoir un début et une fin, et si possible être révélés. Parce que sinon, si tu ne... tout repose sur la conscientisation, parce qu'au final, on fait tous du mindfucking sans le conscientiser. Mais là, par exemple, je dois, pour un moment BDSM, produire, je sais pas, là, en l'occurrence, on m'a demandé, j'ai envie d'avoir peur. Donc, je vais mettre en place un processus qui va conduire à ce que l'autre ait peur. Ok ? Et donc, il y a plusieurs méthodologies. Par exemple, là, donc, il m'a demandé d'avoir peur. Donc, peut-être que, et ça, c'est mon exemple préféré, mais peut-être que je vais exposer différents objets qui lui font peur. Par exemple, je sais que la personne, en l'occurrence, n'aime pas les baillons-boules. Donc, peut-être qu'au final, je vais mettre un baillon-boule, je vais l'exposer sans... comme tu dis, avoir l'intention de l'utiliser. Et puis, je vais aussi peut-être mettre une perceuse, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais là, je suis dans le mindfucking, et là, je vais aller sur la question de la peur. Ou alors, je vais peut-être demander à un complice ou une complice de venir tambouriner à la porte en disant « mais qu'est-ce que vous faites là ?» etc. Et donc là, je vais encore avoir la peur. Ou mettre en place un élément de chantage pour aller sur la peur et l'obéissance. Donc c'est en fait réfléchir à qu'est-ce que je mets en place pour produire une émotion qui est attendue et consentie. C'est génial. Voilà. Et aussi limitée dans le temps. Tu vois. Et quand tu disais aussi révéler le process, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, tu expliques par là où t'es passé à la personne. Enfin, ça veut dire quoi, révéler le process ? Oui, tu peux. Ouais. Tu peux. Oui, pour être sûr que, ok, maintenant le jeu est bien terminé. Ouais. Enfin, ouais. Ou dire, tu vois, là, je t'ai mindfucké. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut m'arriver, effectivement, de dire, oui, bon, bah, là, sur les injonctions contradictoires, par exemple, quand je vais jouer sur les injonctions contradictoires, c'est-à-dire, oui, j'aimerais bien que tu... je sais pas, que tu m'achètes des loups-boutins, mais et puis au bout d'un moment, je vais dire, mais pourquoi tu m'as acheté des loups-boutins ? Tu sais très bien que j'aime pas ça, quoi. J'aurais préféré de je sais pas quoi. Là, je suis sur une injonction contradictoire et je vais lui dire, bah non, mais là, c'est parce que je t'ai mindfucké et que, au final, le fait de te dire, mais pourquoi tu m'as acheté ça, c'est n'importe quoi, vient nourrir le fait que je vais te punir. Oui. Tu vois, et là, on est sur une injonction contradictoire qui amène une punition. Mais là, on est bien dans le mindfucking. Parce qu'après, je vais lui dire, non, mais je suis très contente que tu m'aies acheté ces chaussures-là. C'était juste dans le cadre du jeu. Oui. Et donc, dans le cadre du jeu, ça veut dire aussi qu'au moment où tu mindfuck, vous savez tous les deux, ou tous les trois, ou enfin, voilà, le nombre de personnes que vous êtes dans ce jeu, vous savez, tout le monde est conscient et a consenti à ce que le jeu ait commencé. Enfin, je veux dire, ça arrive pas dans n'importe quel moment de la journée. Aussi. Oui. Alors, dans ce que je te dis, il faut avoir conscience que là, je ne te parle pas de mon intimité avec mon partenaire. Ah non. D'accord, c'est vraiment soit avec mes clients, soit avec certains amis. Ou, oui, quand je dis vous, c'est pas forcément toi, hein, c'est je parle des personnes qui pratiquent. Je tiens à le signaler au cas où. D'accord, très bien. Non, mais si tu veux, donc, on va rentrer, la personne va arriver avec son cadeau, et donc je vais être là, non, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et donc, elle sait déjà qu'on est dans le jeu parce que quand on rentre dans le jeu, moi j'ai un rituel d'entrée. À partir du moment où on m'appelle Axel, c'est que je suis dans un jeu. Ah oui, j'ai compris pourquoi tu voulais préciser. Ok, excuse-moi, j'avais pas fait le lien. Oui, en fait, moi je te posais cette question justement pour les personnes qui voudraient pratiquer ça dans leur vie avec leur partenaire. Justement, bah là, quand on n'est pas dans un cadre prédéfini, quand c'est pas notre métier et qu'on n'est pas dans un cadre prédéfini, bah comment est-ce que, enfin voilà, est-ce que justement on est censé décider, ok, bah là c'est le début du jeu, et donc je m'engage à ne pas faire ce jeu de mindfuck en dehors de nos sessions de jeu entre nous.
Je te conseille, ouais. Parce que le mindfucking... c'est vite arrivé, j'imagine, une fois que tu... L'injonction contradictoire, c'est ce qui caractérise la perversion narcissique. C'est ça. Donc après, tu vas être diagnostiqué. Enfin, il y a quelqu'un qui va dire « Il me semble que votre partenaire est pervers narcissique. » Ça va, vous êtes heureux dans votre couple ? Oui. Donc, non, mais quand tu joues avec quelqu'un qui est ton ou ta partenaire de vie, moi, ce qui me semble important, c'est d'avoir un cadre d'entrée et un cadre de sortie en disant, OK, là, à partir du moment où on t'appelle Colette, ça veut dire qu'on n'est plus dans la vie quotidienne, c'est qu'on rentre dans un autre univers. Ce qui, donc, est, on va dire, le mot de passe pour aller sur des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, socialement OK. Oui. Et le mindfucking n'est pas toujours socialement OK, ça dépend ce que tu fais. Super. Non, mais je trouvais ça important qu'on le reprécise pour être sûr, parce que voilà, les personnes qui peuvent nous écouter derrière, on ne sait pas comment ça peut être interprété, donc voilà. Non, mais tout à fait. Okay. Oui, donc le mindfucking, on ne le fait pas n'importe comment. Après, ça dépend jusqu'où tu vas. Si tu vas sur tromper l'essence de ta partenaire, c'est OK, tu vois, tu mets un bandeau et puis tu mets un fond sonore qui laisse supposer que tu es dans une prison, une salle de classe ou je sais pas quoi. Donc là, tu vois, t'as une manipulation de l'esprit en vue de transposer l'autre dans un autre univers, ça c'est OK. Mais t'as différentes strates, et après quand tu vas sur l'humiliation, qui fait partie du mindfucking, l'humiliation tu le fais pas n'importe comment et avec n'importe qui, et c'est quand même hyper touchy. Et là il faut quand même savoir bien comment manipuler cette humiliation, jusqu'où tu peux aller. Se connaître, communiquer. Ouais. Puis c'est pas évident, humilier... humilier, si tu joues avec ton ou ta partenaire de vie, c'est pas évident. D'où l'importance de bien cadrer tout ça. Comme tu l'as développé, on comprend du coup que c'est hyper créatif et que du coup ça demande beaucoup d'énergie, que c'est assez énergivore, et donc j'imagine que toi, être payé pour ta créativité sexuelle quelque part, ça peut être énergivore de manière personnelle et de manière sociale, comme on le disait en off tout à l'heure. Enfin, comme toutes les deux on organise des événements, et donc en effet ça nous prend de l'énergie, ça. Donc parfois dans ta vie personnelle et ta vie sociale, t'as pas forcément envie de ça. Toi, quand tu dis que ça a un impact, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que ça a un impact sur toi, et du coup de quelle manière ça t'impacte ? Travailler dans l'univers du sexe, oui, ça impacte socialement, parce que tu es objet de fantasmes. Quand je suis dans un dîner où je fais la connaissance de certaines personnes et que je leur révèle mes activités, les gens ont envie de poser des questions. Ils ont envie de s'intéresser, c'est quelque chose qui les fascine, puisque c'est un univers très fantasmatique. Et à l'opposé, c'est un univers qui peut être considéré comme honteux, humiliant. Et en fait, tu es soit la reine d'un univers, soit une sous-merde. Et il n'y a pas d'entre-deux, socialement. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a aussi la question de l'existence en tant que citoyen ou citoyenne qui se pose, puisque on est obligé de se cacher et d'inventer une activité et auprès de banques, de l'administration et de ses voisins. Donc il y a et ce qui veut dire que parfois tu es amené, notamment quand on a la fête des voisins, un grand moment de solitude. Où est-ce que tu m'amènes là ? La fête des voisins, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu fais quoi ? Art thérapeute, tu fais quoi exactement ? Bon, j'en parle 3 minutes, mais tu vois, après j'ai fini, tu vois. Il vaut mieux qu'on passe sur un autre sujet, puisque je suis un peu... Et souvent, les individus se définissent en société par leur activité. Donc, moi, très vite, tu vois, je suis obligée de parler de plein d'autres trucs,
mais pas de m'appesantir particulièrement sur ce que je fais pendant la fête des voisins, tu vois. Tu pourrais dire j'aide les gens à dévoiler leur double. Non, mais en général, je dis que je suis art thérapeute et que la performance, je passe par la performance pour aider l'autre à parler de son intimité. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est pas très loin. Donc voilà, socialement, tu as cette ambivalence. Personnellement, c'est vrai que quand tu es payé pour que ta créativité érotique... tu es payé pour ta créativité érotique, dès lors que tu n'es pas payé, la question se pose. Et tu vois, le fait de porter des talons, d'être dans des tenues très inconfortables, etc., gracieusement, c'est compliqué pour moi. Tu vois, Mais t'es payé pour être dominant. Oui, mais dès lors que ça ne me viendrait pas à l'esprit de sortir de chez moi avec des talons de 10 cm pour aller au restaurant, au cinéma, etc., si je suis pas payée. Oui. Tu veux dire que du coup, c'est pas quelque chose que tu invites dans ta vie personnelle parce que tu le fais déjà. Mais parce que ma féminité, le fait de porter tous les attributs de la féminité sont payés. Donc à partir du moment où tu n'es pas payé, tu mets tes baskets. Oui, moi c'est une vraie réflexion que j'ai aussi parce que je remarque que finalement, plus j'avance dans ma carrière au sein de la sexualité, plus dans ma vie perso, je fais moins d'efforts qu'avant, quoi. et même dans mon imaginaire, j'ai plus envie que l'autre me propose, j'ai envie de me laisser faire. Et je me dis, mince, j'enseigne l'inverse. Mais c'est vrai que, je suis fatiguée, en fait. Oui, c'est sûr que le fait d'avoir fait son métier, ça n'est pas neutre dans son rapport à l'autre. Et après, il y a la question de la stigmatisation que certes j'ai accepté de porter et je le fais avec grand plaisir, c'est comme une mission, une vocation, mais mes proches, ma famille, mon partenaire de vie n'ont pas choisi cette stigmatisation-là et pour eux ça peut être compliqué, pour eux et pour elles, mais surtout pour les hommes de ma famille, je vois mon père, mon frère, etc. C'est compliqué de dire ma sœur, ma fille, elle est travailleuse du sexe ou elle est directrice d'une école qui enseigne. C'est pas facile parce que même aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution dans les. Enfin, j'ai envie d'avoir la naïveté de croire qu'aujourd'hui on commence à comprendre que c'est un épanouissement personnel, le fait d'être épanoui dans sa sexualité. Mais peut-être que je suis trop naïve encore. Non, mais après, je pense que c'est une question d'individu. Je pense que pour les hommes de ma famille, c'est compliqué parce qu'il y a le stigmate de la putain et qu'ils sont pas forcément... Enfin, moi, je suis armée pour défendre mes positions, mais eux, ils n'ont pas cette même conscientisation ou cette même réflexion. Et donc, je pense qu'ils peuvent se trouver démunis pour expliquer exactement ce que je fais, pour valoriser. En fait, la question, c'est pour valoriser, pour expliquer cette valeur ajoutée qu'on apporte à la société. Et surtout, à chaque fois, même si ils arrivent à... Au bout d'un moment, il y a la question de la traite humaine qui se pose et la question du consentement. Et les hommes de ma famille ne sont pas, il me semble, tous armés pour répondre à certains arguments. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils préfèrent dire que je suis art thérapeute. Oui. Et peut-être pas assez curieux encore de savoir ce que c'est que le consentement. Enfin voilà, il y a tout ce qui en découle. Mais je leur demande pas, moi, tu sais, le fait qu'ils m'acceptent, alors qu'ils me soutiennent, et que j'ai leur considération et que le travail que je fais, ils le trouvent admirable et ils ne me rejettent pas. Enfin, je veux dire, dans nos métiers, il y a beaucoup de mes collègues qui sont rejetés par leur famille. Et donc, cette mauvaise image, elle leur colle à la peau. Oui. Et puis, il y a la famille qui est là. Oui, non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, j'ai pas du tout ça. Donc, c'est vraiment une force. Et donc, je les remercie pour ça et je leur demande pas en plus d'être militant dans mon activité. Ça, c'est sûr. Déjà d'être présent, c'est pas mal.
Merci Axel, merci beaucoup pour ce moment, j'ai adoré passer ce moment avec toi, je pense que c'était très riche, on a vu plein de choses. Est-ce que toi il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter avant de terminer ? Merci Colette de m'avoir invitée dans ton podcast et moi je suis heureuse de voir que on parle de plus en plus de ces questions-là, qu'elles sont de moins en moins tabous et qu'on donne aussi des règles de fonctionnement justement dès lors qu'on veut aller explorer d'autres voies. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de règles dans l'exploration d'autres voies que dans la sexualité mainstream. Et pourtant, ça serait bien qu'on s'y intéresse aussi. Super. Pour retrouver Axel, ça se passe... où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram ? Partout, sur Instagram, sur Facebook, sur mes sites internet. Tu peux dire le nom de tes comptes ou de ton site ? Alors, oui, c'est Axel-2-SAD sur Insta, sur Facebook, sur FetLife aussi. Et je pense que j'ai un site, c'est sur axeldesad.com, arsadien.com, subspacegame.com.fr. Bon, on va sur ton Insta et on trouve tout, quoi. Oui, voilà, vous allez sur mon Insta ou mon Facebook, vous allez tout trouver. Trop bien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire, c'est hyper important pour moi et j'adore avoir vos retours et vos feedbacks. Je déteste travailler seule derrière un écran. Ce que j'aime, moi, c'est la vraie vie. Donc venez m'écrire, venez me parler. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @Colette se confesse. Tout attaché, Colette avec un L et 2 T, confesse avec un F et 2 S, ou sur le site internet www.coletteseconfesse.fr. Si tu veux parler avec les autres membres, ça se passe sur Discord, sur le lien de la communauté. Et vous pouvez découvrir tous mes événements et participer aux rencontres et aux lives sur le groupe WhatsApp de la communauté Coco. Voilà, tout se passe sur Instagram ou sur mon site. À très vite. Le consentement, c'est un podcast Colette se confesse à écouter sur toutes vos plateformes d'écoute. Moi, c'est Colette Williams. Je suis coach en relations affectives et sexuelles. Je crée des espaces sécurisants, joyeux, de libération sensuelle. J'organise des journées d'éveil sensoriel, des cycles pour hommes et des formations pour futures facilitatrices de l'intime. Tu peux retrouver tous mes événements sur mon site internet www.colette avec un L et 2 T, seconfesse.fr. À bientôt.